Bonjour à tous, bienvenue chez Arpas France, bienvenue chez nous. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette conférence et ce webinaire, puisqu'on a aussi un certain nombre de participants en ligne pour nous écouter. Donc aujourd'hui, on va parler de biodiversité. On va parler de biodiversité en exploitation et la façon dont on peut valoriser cette biodiversité en exploitation, notamment par l'intermédiaire des labels et certifications qui existent aujourd'hui. Donc pour cette conférence, nous serons deux. Donc je me présente, je suis Martin Sénéchal, je suis responsable de Gondwana, donc qui est le pôle paysage et biodiversité d'Arpas France. Et je suis accompagné de Jérémy Durand, qui est notre responsable de la cellule certification label et naturalisme, puisqu'on a aussi cette casquette chez Arpas France dans mes équipes. Donc peut-être pour vous faire une rapide introduction sur qui est Arpas France. Donc, Arpas France est une société de conseil euh, plutôt portée sur le domaine de l'immobilier, mais pas que, puisqu'on travaille aussi sur des acteurs externes à l'immobilier, notamment sur les sujets de biodiversité, qui est en capacité de vous accompagner en fait via l'intermédiaire de nos quatre métiers. Donc, on a un métier de programmation. On accompagne des stratégies immobilières sur diverses thématiques. On a un métier où on travaille notamment sur les sujets d'accompagnement sur les bureaux. Donc, on fait du workplace, où on vous accompagner sur l'accompagnement au changement et la définition d'espaces de bureau adaptés à vos besoins. Et puis, deux autres thématiques qui sont plutôt tournées autour des thématiques environnementales. Donc, on a un pôle qui travaille sur notamment les stratégies durables et transition. Donc là, on va être en capacité de vous accompagner sur diverses thématiques autour du bas carbone, autour de l'optimisation énergétique de vos bâtiments, de l'économie circulaire ou encore de la certification environnementale. Et enfin, un pôle, Gondwana, qui est notre pôle paysage et biodiversité, sur lequel on traite aujourd'hui l'ingénierie du vivant à toutes les échelles, avec donc une équipe, si on passe sur la slide de Gondwana, d'environ 16 écologues naturalistes, dont certains sont assesseurs, biodiversity et Finature. Vous allez entendre parler de ces termes pendant la conférence un peu plus tard. On a une équipe aussi qui est composée de naturalistes et de paysagistes, j'y reviendrai. Et donc, on a un attachement très fort à traiter des sujets de biodiversité avec notamment un lien avec la recherche, on a porté déjà dans le passé deux thèses doctorales. On porte aujourd'hui encore des projets de recherche. Je vois que Tanguy est dans la salle, mais voilà, on traite aujourd'hui de sujets sur les indicateurs de connectivité écologique, qui sera l'objet d'un futur webinaire. Et donc, effectivement, trois gros pôles métiers qui sont portés chez nous. Un pôle autour de la stratégie et l'accompagnement sur la stratégie biodiversité. On vous accompagne en alignement avec des sujets de taxonomie, on vous accompagne dans la définition de feuilles de route ou des cartographies de patrimoine, par exemple. On vous accompagne également sur l'ingénierie du vivant via l'intermédiaire de nos sujets de certification, mais aussi via le travail de nos naturalistes. Et puis, enfin, on a un pôle sur la partie éco-paysage sur lequel on traite un peu plus de sujets de paysagisme et de lien avec le vivant. Voilà. Bon, je vais laisser la parole à Jérémy qui va rentrer dans le vif du sujet, donc de cette biodiversité en exploitation. Merci Martin. Euh, alors déjà, je voulais commencer par une petite mise en contexte de la biodiversité à l'exploitation. La plupart d'entre vous, je pense que vous êtes peut-être déjà venus chez nous assister à des petits déjeuners, peut-être sur la biodiversité. Et je ne vous ferai pas l'affront de vous rappeler la cinquième extinction de masse, l'importance de la préservation de la biodiversité pour protéger nos écosystèmes, les services écosystémiques, etc. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous rappeler un sujet qu'on traite un petit peu moins, c'est que la biodiversité, c'est aussi un enjeu de santé publique. Il y a plusieurs études, je vous ai mis là une sélection de 6 études majeures qui montrent le lien direct entre biodiversité, notamment biodiversité urbaine, et des enjeux de santé publique. Il y a des études qui ont montré que des vues sur la nature pouvaient limiter la pression artérielle et le rythme cardiaque avaient un impact fort sur l'attention, la mobilisation mentale, mais aussi sur l'ensemble des maladies mentales et qui participent à une attitude positive au bonheur général. Il y a même quelques études portées en 2018 par Tawik Bennett qui fait le lien entre réduction de la mortalité et présence d'espaces de nature dans son lieu de vie.
qui fait qu'avec des espaces de nature, on va peut-être pratiquer plus de sport, moins de pollution présente, etc. Bien sûr, le lien aussi avec les maladies cardiovasculaires et respiratoires et aussi la baisse des allergies. Il y a notamment une émission qui est passée sur Arte il y a quelques semaines sur l'importance des microbes et des bactéries. Et comme quoi, aujourd'hui, on force les enfants à aller respirer l'air de la campagne, l'air de nos foins rempli de bactéries pour diminuer justement ces allergies au pollen. Donc, d'où euh, l'importance aussi de la biodiversité comme facteur de santé publique. C'est d'autant plus important que 60% des Français se déclarent se rendre moins d'une fois par semaine dans un espace naturel. Donc on voit bien aussi le manque de connexion qui existe et qui est évident entre euh, les personnes urbaines que nous pouvons être et cet enjeu de santé publique. Et avec une vraie volonté des Français, donc l'étude date un petit peu de New Corp, mais je pense que la tendance est restée la même, avec 92% des Français interrogés qui veulent plus de nature en ville, notamment pour des questions d'épanouissement personnel, mais aussi pour des questions de santé publique. Voilà pour un peu cette petite introduction qui permet de mettre aussi en perspective l'enjeu de biodiversité qu'on reprend souvent avec la protection de la nature, mais qui va du coup un peu plus loin que ça. Du coup, vous vous posez, si vous êtes là aujourd'hui en présentiel ou à distance, c'est que vous vous posez la question de comment traiter le sujet de la biodiversité. En effet, le sujet de la biodiversité, c'est quelque chose de complexe, de par sa définition, parce qu'on on traite du vivant. Le vivant, c'est toujours imprévisible, c'est pas régi par des lois qu'on peut suivre exactement. C'est beaucoup plus simple de suivre une consommation électrique que la biodiversité sur un habitat. C'est pour ça que on- aujourd'hui, on a pris le prisme de l'utilisation de référentiels et aussi le travail de l'écologue dans l'exploitation. Il va permettre, le référentiel et le travail de l'écologue va permettre de rendre compréhensible, audible et finalement, j'allais dire, touchable le sujet de la biodiversité pour essayer de cadrer une démarche et le travailler le mieux possible en adéquation avec les particularités de chacun des sites. On s'est posé la question en préparant ce webinaire, qu'est-ce qui pousse finalement une entreprise dans une démarche de biodiversité, notamment via un travail avec des certifications et labellisations. Pour ça, on a pris les quatre grands acteurs finalement des acteurs de la gestion immobilière sur le sujet biodiversité, que sont le propriétaire, globalement le gestionnaire, le jardinier et les usagers. On s'est rendu compte que quelque chose en commun, c'était la valorisation. Valorisation d'un actif, valorisation de compétences qui peuvent être utilisées grâce à un label. C'est aussi une manière, je vous l'ai dit, d'être accompagné d'une façon objective sur des sujets complexes. Ça peut être aussi pour augmenter une valeur. On peut augmenter la valeur d'un bien, son attractivité, le vendre plus vite, mieux. C'est ce qu'on va appeler la valeur verte finalement d'un bien. C'est comment la biodiversité va jouer à vendre plus cher ou mieux un actif. Euh, les labels, on voit aussi qu'ils permettent parfois de se faire rencontrer des personnes qui n'ont pas l'habitude de communiquer entre eux, notamment sur les sujets des espaces verts. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait une réunion dans le cadre d'une labellisation. Il y avait autour de la table le propriétaire gestionnaire d'un bâtiment et le jardinier qui s'étaient finalement jamais rencontrés. Ils avaient juste signé des contrats ensemble, mais c'était jamais parlé du site, de comment ils imaginaient la vie sur le site, comment ils la vivaient, comment ils l'entretenaient. Donc c'est aussi ça, c'est créer du lien entre différents acteurs, mais aussi créer pour les usagers, ou en tout cas ceux qui sont plus présents sur le site, un sentiment parfois d'appartenance grâce à des dynamiques autour des sujets de biodiversité et de labellisation. Ceci étant dit, aujourd'hui, le but, c'était aussi de vous présenter justement ce genre de labels et certifications et démarches qui permettent, au sein de vos actifs, de traiter le sujet de la biodiversité. Je vous ai mis quelques référentiels qu'on appelle, nous, des référentiels généralistes, qui sont plutôt des référentiels environnementaux qui traitent de plein de thématiques. Parfois, le sujet de la biodiversité y est aussi présent. Je prends par exemple l'exemple du BRIM. On a le BRIM News qui a une partie écologie. En général, ces labels, ils traitent le sujet de la biodiversité de façon
assez superficielle et ça a déjà le mérite d'être là. Mais c'est souvent une étude écologique et des préconisations qui sont mises en place. C'est pour ça quoi, il existe des référentiels biodiversité spécialisés qui permettent de venir compléter finalement le sujet qu'on a pu aborder sur des référentiels plus généralistes. C'est pour ça qu'on a souvent aussi beaucoup de projets qui sont doublement certifiés, avec par exemple un Breamy News et un éco-jardin, un Breamy News et un Biodiversity Life, un HQ Exploitation et un refuge LPO. C'est que ça permet de traiter de façon généraliste un petit peu tous les sujets et peut-être d'aller plus loin sur les sujets de biodiversité. Je vous ai fait pour vous un petit tableau d'analyse. Je vous laisse l'analyser ici ou à distance. On s'est posé la question de vous présenter donc les 5 principaux labels et certifications et démarches avec lesquels on travaille aujourd'hui. Donc on a d'abord le label Biodiversity, le label Biodiversity Life exactement pour l'exploitation qui a un peu moins de 2 ans, qui est, qui s'adresse aux bâtiments, publics ou privés, à une échelle plutôt internationale. Il y a quelques sites qui sont labellisés. Alors aujourd'hui, c'est plutôt en Europe, mais en Italie, au Luxembourg, en Belgique. C'est un label avec un audit sur site et un accompagnement est nécessaire pour obtenir cette labellisation qui se renouvelle tous les 3 ans et donc qui est dans une dynamique d'amélioration continue. Un autre label qui est le label Éco-Jardin, que vous connaissez peut-être, qui est assez connu en France parce que c'est un label français qui est porté par Plantes et Cités, qui lui labellise plutôt la gestion des espaces verts. On le reviendra, je vous le présenterai un peu plus en détail par la suite. On a aussi le label Effinature qui propose une labellisation HVE, donc haute valeur écologique, qui vise à traiter, en plus des sujets de construction et de rénovation, les sujets d'exploitation, donc qui est visé à des bâtiments qui sont déjà certifiés Effinature ou en tout cas qui sont en conformité avec le référentiel en construction ou rénovation. On a aussi 2 labels et chartres qui sont plutôt à destination initialement pour les jardins des particuliers, mais qui commencent à se retrouver sur des espaces d'entreprise. C'est le jardin la charte Jardin de Noé et les refuges LPO, euh, qui ont l'avantage d'être peu onéreux, qui ont labellisé beaucoup de sites. Et qui sont présents depuis assez longtemps. On a donc la Refuge LPO qui est présente depuis 1921. Donc ça fait plus de 100 ans qu'il est présent et qui vise à accueillir du coup l'avifaune, donc les oiseaux, sur des jardins publics et privés. Aujourd'hui, par manque de temps et de l'histoire de ne pas vous faire de vous lire une encyclopédie, on vous propose de se concentrer sur les 3 premiers qui se retrouvent le plus dans le monde de l'immobilier, avec du coup en premier le label Biodiversity Life. Alors le choix de l'ordre est purement alphabétique, euh, aucun choix personnel. Le label Biodiversity est porté par le CIBI, donc le Conseil international biodiversité immobilier, donc une association de loi 1901 à but non lucratif. Euh, Vous connaissez peut-être le label Biodiversity Construction pour la construction, la rénovation, le label Biodiversity Ready pour les quartiers. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup du Biodiversity Life pour les sujets d'exploitation. Ce label, il a 4 prérequis qui sont assez simples. C'est être accompagné par un écologue accrédité par le CIBI, qui vous permet d'avoir un accompagnement de qualité. Lancer une étude écologique de son site et de son contexte. On ne peut pas protéger la biodiversité sans savoir ce qu'on a sur son espace, son espace à labelliser. Il faut que les surfaces végétalisées fassent au moins 100 mètres carrés. On ne peut pas prétendre à l'intégration de la biodiversité avec en dessous de 100 mètres carrés d'espace vert. Et le bâtiment doit être livré depuis 1 an, histoire d'avoir un minima, un retour d'expérience sur l'exploitation du bâtiment et pouvoir l'améliorer grâce au label. Ce label, il s'adresse à toute typologie de projet, que ce soit de la plateforme logistique, au bureau, logement, espace de santé, centres commerciaux, espace de loisirs, et peut être porté par un des 4 grands acteurs dont je vous parlais précédemment de l'exploitation, que ce soit le propriétaire, le gestionnaire, l'usager et le jardinier.
Il faut juste que ces acteurs soient en capacité d'agir sur les espaces verts et en capacité de s'engager à la réalisation de certaines actions. Si vous connaissez le label Biodiversity Construction, cette slide ne vous sera pas inconnue, mais les labels Biodiversity sont organisés autour de quatre axes que je vais vous présenter par la suite, qui sont chacun notés de façon indépendante grâce à une notation type ABC, donc A étant la meilleure note et E la moins bonne. Et le but, c'est d'aller regarder sur la thématique de l'engagement, de la valeur écologique, du renforcement écologique et biophilique, comment le bâti et ses espaces verts traitent ces thématiques. Petit point d'ailleurs, définition sur le terme de biophilie, qui n'est peut-être pas connu de tous. La biophilie, c'est finalement hum, c'est le bien-être qu'on ressent naturellement quand on va dans des espaces verts, le fait qu'on se sente bien en forêt, ça c'est ce qu'on appelle la biophilie. C'est le fait qu'on pousse à créer des usages dans les espaces extérieurs. C'est ce sujet de la biophilie, c'est aussi l'éducation à la biodiversité. C'est ça qui va être traité aussi dans le référentiel Biodiversity Life. Très concrètement, pour vous donner un petit peu des exemples de thématiques qui sont abordées, donc dans le premier axe de l'engagement, on va traiter tout ce qui est connaissance de la biodiversité et du caractère biophilique d'un site, donc à travers la mise en place d'études, notamment la mobilisation et engagement des différents acteurs en faveur de la biodiversité, le pilotage de ces sujets en interne avec potentiellement des référents, la mise en place de prestataires si besoin et absence de référence en interne, et le suivi de différents indicateurs sur le sujet de la biodiversité. Sur le deuxième axe, vous pouvez voir l'exemple d'un projet qu'on a accompagné sur le label Biodiversity Life. Alors, les travaux n'ont pas besoin d'être toujours aussi exceptionnels, mais je voulais le mettre en avant. C'est un projet Place Vendôme porté par Gessina. Et donc là, grâce au travail sur l'axe 2, on a voulu maximiser la qualité écologique des différents habitats du site, sur leur capacité d'accueil du vivant et la fonctionnalité. Donc, on peut voir que même dans une cour minérale, on peut arriver à des résultats assez extraordinaires. Le troisième axe de renforcement écologique, il vise à, encore une fois, renforcer cette capacité d'accueil du vivant, de limiter l'impact aussi de l'exploitation sur la biodiversité. Je pense notamment à l'éclairage, au vitrage, qui peuvent avoir un fort impact sur la vie faune, donc sur les oiseaux. Bien sûr, la gestion durable des espaces verts. Est-ce que votre contrat espace vert, il est en cohérence avec ce que votre prestataire effectue sur le site? Est-ce que ça intègre des aspects de gestion écologique? Euh, donc ça va être une grosse partie du label, mais aussi la question de végétalisation du bâti, qu'elle soit verticale et horizontale, c'est essayer d'optimiser ce qu'on peut végétaliser. Et le dernier point donc, de biophilie, c'est finalement valoriser ce qu'on avait appelé la valeur d'usage biophilique des espaces extérieurs. C'est quel type d'usage on va créer, comment on va mobiliser, par exemple, les cinq sens pour créer des espaces qui soient agréables. Euh, Et la même question va se poser sur les espaces intérieurs, parce qu'on peut aussi retrouver ça. Vous retrouverez sur la photo en haut à droite un espace qui avait été aménagé par nos équipes sur la question de justement la biophilie qui donnait sur un parc arboré. Et l'idée était de faire le lien avec l'extérieur et l'intérieur. Et ça va être aussi toutes les questions de sensibilisation à la biodiversité, que ce soit aux équipes en interne ou en externe pour les visiteurs du site ou le public si c'est un bâtiment recevant du public. Quelques mots sur le processus de labellisation avant de passer sur un autre label. Le processus est finalement assez simple, c'est un cycle de 3 ans calé sur le Brimi News où on a la réalisation des études écologiques et biophiliques, on va appeler études biodiversity. On va calculer la valeur écologique de son bâtiment et on va s'engager sur un plan d'action à 3 ans. Au moment de l'engagement, on va recevoir le certificat de labellisation et on aura 3 ans pour mettre en place ce plan d'action sur lequel on se sera engagé. À la fin de ces 3 ans, on va y avoir une vérification de ce plan d'action, de sa réalisation, une mise à jour des études et un nouvel engagement sur 3 ans. Donc le but, c'est bien d'avoir un process d'amélioration continue. Ce n'est pas de tout faire la première année ou dans les trois premières années. C'est vraiment de se choisir des thématiques tous les 3 ans, les travailler en profondeur et pouvoir comme ça avancer de 3 ans en 3 ans pour intégrer le sujet de la biodiversité et de la biophilie. Maintenant, je voulais passer au label Éco-Jardin qui fait effectivement référence en termes de gestion écologique. Il est porté par Plantécité, qui est une association de loi 1901 également, donc à but non lucratif,
qui est un organisme national d'études et d'expérimentation sur les espaces verts, le paysage et la nature en ville, qui est basé à Angers. C'est un centre technique finalement qui assure le transfert des idées de la recherche entre les scientifiques vers les professionnels du paysage pour, euh, et des collectivités aussi territoriales. Et donc, ils ont notamment créé ce label Éco-Jardin qui, à travers 7 thématiques, traite le sujet de la gestion écologique. Le processus de labellisation est, lui, très simple. On s'informe sur le label, on se prépare à un audit sur site, on s'inscrit sur un site internet, donc tout est automatisé. Il y a un auditeur qui vient sur site, qui réalise un audit en 2 temps. Un premier audit j'allais dire en chambre, ou en tout cas sur un bureau, on va regarder plusieurs documents papier écrits comme le contrat de gestion, le plan de gestion, les organigrammes, le plan du site. Et ensuite, c'est une visite de site pour s'assurer que les différents critères du label sont respectés. Et pareil, on a un premier cycle de 3 ans, une fois qu'on est labellisé, puis c'est des cycles de 5 ans, donc c'est aussi des choses qui se renouvellent assez sur le long terme et qui permettent de travailler en s'améliorant aussi par cycle de 5 ans sur la question de la gestion écologique. Il y a plein de sujets qui sont traités. Je ne vous ai pas fait la fond de vous faire une liste à l'après-vert sur les différentes thématiques. Je vous ai juste mis en avant les 7 critères indispensables et essentiels à la labellisation Éco-Jardin sans lequel vous ne pouvez pas être labellisé. La première, c'est l'absence de sol à nu, donc mettre en place systématiquement du paillage ou des plantations sur les zones de sol à nu pour éviter le ruissellement, entre autres. Beaucoup de sujets sur la thématique eau. L'idée, c'est d'évaluer ses besoins en eau pour pouvoir proposer un arrosage qui soit adapté à la végétation en place. Ça va être aussi l'absence d'arrosage dans les milieux les plus naturels. Ça viendrait à personne d'aller arroser une forêt, bah, c'est un peu le même principe ici. Et ensuite, c'est tout ce qui est irrigation, j'allais dire non essentiel, tout ce qui est mur végétalisé ou fontaine, il faut que ce soit en circuit fermé pour éviter d'aller chercher dans l'eau du réseau. Sur les sujets faune-flore, l'idée c'est de mettre en place des mesures de prévention de la biodiversité. Ça peut être des choses très différentes selon les typologies de sites. Avoir une absence de produits phytosanitaires, donc aujourd'hui c'est même réglementé, et d'avoir des mesures de réduction de ces déchets verts. Donc, ça peut être par la limitation de la taille, par du compostage, par du mulchage, plein de techniques qui permettent de finalement réduire et être dans une dynamique de réduction des déchets. Euh, et finalement, un dernier prérequis, c'est le plan de formation des équipes sur le sujet de la biodiversité. Donc, j'attire votre attention sur le fait, parce que c'est une question que nos clients nous posent souvent, la différence par exemple entre le Biodiversity Life et l'éco-jardin. Biodiversity Life, on labellise un bâtiment avec ses espaces verts et la démarche associée, alors que sur l'éco-jardin, on valorise une gestion faite par un prestataire d'un espace vert. Donc, c'est vraiment pas du tout le même scope, c'est pas la même ampleur aussi de travail. Je vous ai fait, on va le voir sur les slides précédentes, mais il y a vraiment voilà, une différence de scope sur ces deux aspects. Et finalement, sur la partie EFI Nature, elle ressemble plus au label Biodiversity Construction. Donc, la certification EFI Nature, elle est portée par l'IRIS, un bureau de recherche qui traite ce sujet de la biodiversité à travers 5 thématiques: la préservation des sols, le développement du végétal, le soutien à la faune, la réduction des impacts et les compétences. Euh, Il y a 3 prérequis sur le référentiel: être accompagné par un AMO EFI Nature, respecter l'intégralité des indicateurs et mettre en conformité son bâtiment. On voit que là, on est plutôt sur une certification d'excellence où il faut une mise en conformité du label sur différents critères en exploitation pour aller viser le niveau donc HVE avec le sujet de l'exploitation. C'est pour ça qu'il faut en général prévoir des gros travaux de rénovation pour atteindre le niveau HVE, sans quoi c'est impossible d'aller chercher ce label, cette certification d'excellence. Je vous ai listé, alors pas l'intégralité des critères qui sont
à traiter, mais plutôt les thématiques qui sont abordées. Donc, sur la préservation des sols, c'est assez classique de préservation des sols. Il y a aussi des questions de CBS, des objectifs de CBS à l'échelle d'un actif qui sont définis. Sur la partie du patrimoine végétal, ça va être de le gérer de façon optimale, en aussi, là, ici, diminuant les déchets et en utilisant de façon raisonnée la ressource hydraulique. Pour le soutien à la faune, ça va être de l'essayer de la préserver et d'avoir des indicateurs témoins de cette biodiversité et installer différents nichoirs, gîtes pour accueillir cette faune sur le bâti. Sur la question des déchets, sur pardon, la question des impacts, ça va être traité notamment toutes les questions des luminaires, ne pas dépasser 2400 degrés en température d'éclairage. Et ensuite, sur les valorisations des compétences, c'est finalement adhérer aux engagements du référentiel des finatures et se faire accompagner par des professionnels qualifiés. Finalement, si on récapitule un petit peu cette analyse de ces trois référentiels, pour le label Biodiversity Life, ce que je dirais, c'est que les points forts, c'est que c'est un label qui est finalement accessible à toute typologie de projet, avec tout âge et toute dimension. Tout âge, je l'ai écrit parce que je voulais aussi vous dire que comme c'est un processus d'amélioration continue, on n'est pas forcément besoin d'avoir traité le sujet de la biodiversité de façon globale. On peut être aux prémices de cette réflexion, mais justement, le label Biodiversity Life peut encourager, pousser à structurer cette démarche. Il y a un accompagnement qui est intégré à la démarche, donc vous n'êtes pas seul face au label Biodiversity Life, vous êtes accompagné par un assesseur accrédité. Euh, c'est une démarche qui est accessible à tout type d'acteurs, ça, je vous l'ai déjà dit, mais toute typologie, sur toute la France, même à l'international, c'est un label qui s'adapte très bien à différentes typologies, à différents types de sites. Et il y a de nombreux sujets qui sont traités, à la fois sur la partie du coup biodiversité, donc scientifique, et la partie biophilie, qui est un peu plus la partie sensible. C'est intéressant aussi, je trouve, de traiter les deux. À l'inverse, peut-être les points d'amélioration, c'est que ça reste un label avec des frais de labellisation et d'accompagnement qui sont importants. Donc à développer sur un portefeuille d'actifs, c'est aujourd'hui un peu plus compliqué. On peut le porter sur quelques sites. Voilà, à l'échelle d'un portefeuille, ça commence à être des frais importants. Ça reste du même ordre de grandeur qu'un Brimi News pour les frais de labellisation. Euh, il y a aussi le sujet de la gouvernance et le pilotage de la démarche qui implique parfois une réflexion corporate. Quand le label Éco-Jardin, par exemple, se concentre uniquement sur ce que font les gestionnaires des espaces verts, là, on va regarder un petit peu ce que fait l'entreprise, est-ce qu'il y a des suivis d'indicateurs, etc., qui peuvent être des démarches un peu plus importantes, qui réfléchissent une réflexion groupe parfois, même si elle n'est pas obligatoire, mais voilà, ça fait bouger un petit peu les choses à ce niveau-là. Sur le label Éco-Jardin, les points forts, déjà, c'est que c'est peu onéreux, l'audit coûte moins de 800 euros. C'est une démarche qui est nationalement assez reconnue, notamment par le ministère de la Transition écologique. Le référentiel est assez simple, basé sur 7 actions clés et des actions annexes. Et c'est accessible à n'importe quel type d'espace végétalisé, qui est la présence de bâtis ou non. L'inconvénient, c'est que finalement, l'accompagnement n'est pas intégré à l'audit. Vous êtes cette fois-ci un peu seul face à votre label, même s'il y a beaucoup d'informations sur le site EcoJardin, qu'il est très bien fait. D'ailleurs, si vous avez des questions, je vous invite à le consulter. Il y a toutes les informations qui sont dedans. Et l'autre point d'amélioration qu'on voit, nous, c'est qu'il se concentre uniquement sur les aspects de gestion des espaces écologiques et ne va pas du tout traiter l'impact du bâti, la végétalisation du bâti, la politique biodiversité de l'entreprise qui finalement utilise ces espaces verts. Sur la partie EFI Nature, les points forts, c'est que c'est un label, je vous l'ai dit, un référentiel d'exigence, d'excellence, pardon, donc avec des exigences poussées qui intègrent aussi, là aussi, un accompagnement dans la démarche. Toutefois, comme c'est un référentiel d'excellence, il est accessible finalement à peu de projets. On demande d'être en conforme au référentiel dès la première année. Donc, c'est finalement plus un reward de tout le travail fait en amont plutôt qu'un outil d'accompagnement à l'amélioration. Et pareil, qui dit accompagnement dit aussi frais un peu plus élevés que sur l'éco-jardin, par exemple. Voici pour la présentation du label. Maintenant, je voulais peut-être se concentrer sur nous, comment chez Art Passant, chez Gondwana,
on a utilisé ces labels, comment on les utilise et comment on peut vous accompagner. Euh, Aujourd'hui, finalement, un processus de labellisation et de certification, pour moi, c'est toujours trois grandes étapes. Une première étape d'étude, que ce soit l'étude de la biophilie, l'étude de la biodiversité, l'étude de la gestion de vos espaces verts. Et pour ça, nous, on a mis en place différentes typologies de diagnostics qui seront adaptées aux différentes exigences, aussi à vos différents enjeux. Euh, j'ai le plaisir de diriger une équipe de naturalistes qui vont faire des, des inventaires pour répondre aux enjeux réglementaires du Code de l'environnement. On a aussi des gens qui sont plus portés sur le paysage, donc qui ont une vision un peu plus sensible aussi de la nature, ce qui permet d'avoir des diagnostics qui soient complets et diversifiés en fonction des référentiels, mais aussi des enjeux de votre site. On a ensuite, à chaque fois, dans un processus de labellisation, toute une partie d'accompagnement à la labellisation et à la certification. Même finalement, sur un label éco-jardin, je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'accompagnement. Aujourd'hui, nous, on réalise quand même de l'accompagnement éco-jardin, on fait des audits blancs, etc. On fait des audits blancs notamment parce qu'on est auditeur éco-jardin. Donc aujourd'hui, on est une équipe de 7 auditeurs éco-jardin. Donc on vient auditer les sites. On est aussi 5 assesseurs accrédités pour le label Biodiversity. On s'occupe d'ailleurs de faire la V2 du label Biodiversity Construction. Et on est aussi accrédité pour le label EFI-Nature. Donc ça permet d'avoir une connaissance des différents labels et de pouvoir accompagner nos clients sur ces démarches en connaissance de cause sur les sujets de labellisation et certification. Et en fait, finalement, de connaître bien les sujets de label et certification, ça permet aussi d'aller un peu plus loin et de dépasser le cochage de cases, pardon, c'est pas facile à dire, que peuvent être parfois les labels et les certifs, on ne va pas se mentir. Mais bien les maîtriser, ça permet d'aller plus loin et d'être dans un accompagnement plus personnalisé. Et finalement, sur un label en exploitation, il y a toujours une partie finalement, que j'ai appelé plan d'action. C'est comment on va s'améliorer, comment on va mettre en pratique, comment on va faire perdurer les bonnes actions. Et là aussi, on a pas mal de retours d'expérience sur le monde de l'exploitation qui est finalement parfois assez différent du monde de l'immobilier et de la construction. On a par exemple rédigé des contrats de gestion pour des foncières, donc c'est un sujet qu'on connaît bien. Et donc c'est important de vous faire entourer par des équipes qui sont en capacité de vous accompagner tout le long du projet d'un processus de labellisation et de certification pour traiter le sujet de la biodiversité. Maintenant, pour conclure, je voulais du coup fermer la boucle. J'avais commencé à parler des sujets de santé publique. Je voulais conclure sur l'importance des labels et ce genre de certification, sur ce que ça pouvait représenter en termes de fierté collaborateur, en termes de développement d'usage, de mise en avant d'un patrimoine, du sentiment d'appartenance et aussi d'intégration au territoire. Vous pouvez voir quelques photos de la fournée 2023 d'EcoJardin, par exemple en bas à gauche. À droite, c'est le site Evergreen qui a été le premier site labellisé par nos soins Biodiversity Life. Et au-dessus, c'est deux sites. Un site labellisé par Green Affaires à Beaugrenelle qui obtient le label Biodiversity Life. Et à gauche, c'est sur le site de Saint-Quentin-Falavier, porté par Segro, qui a mis en place des animations nature où ils ont invité la classe de CM2 de l'école qui était à côté de leur site. Et donc, ça montre aussi comment le label Biodiversity et les autres référentiels peuvent pousser à finalement l'intégration au territoire. Euh, et je ne pouvais pas parler d'intégration au territoire sans parler aussi des sujets de connectivité écologique. Parce que finalement, il ne faut pas oublier que cette démarche qui a lieu sur un site, ces sites, l'accumulation de sites fait la ville de demain. Et c'est comme ça qu'en traitant parcelle par parcelle, en se mettant dans une dynamique de biodiversité, on va pouvoir créer finalement un réseau de projets vertueux et finalement aller traiter le sujet de la trame verte et bleue. Et ça fait le lien notamment avec nos travaux et nos différents financements de thèse sur les sujets de connectivité écologique et la création d'indicateurs spécifiques pour aller voir finalement à l'échelle de la ville sur quels espaces il va être intéressant d'aller chercher une labellisation, une certification pour avoir une vision finalement un peu plus globale que juste à l'échelle d'un site ou d'un portefeuille d'actifs. Je vous remercie pour votre écoute. On va pouvoir prendre quelques questions en salle. Pour ceux qui sont à distance, vous avez aussi un espace spécialisé Q&R pour poser vos questions. On les prendra au fur et à mesure.
Donc, je vous laisse à distance noter vos questions et j'ai vu que dans la salle, il y avait déjà quelques questions. Ouais, on a une question. Je vais demander juste de poser la question dans le micro, sinon à distance, ils ne vont pas vous entendre. Bonjour, je suis Yanishka, fondatrice de Wire World Women Impacting Real Estate. Est-ce que, parce que quand il y avait eu le COVID, on avait indiqué qu'on allait avoir la réglementation sur les espaces verts concernant le bâtiment, avec ce qui nous était tous passé, qu'on n'avait pas assez d'espaces verts. Et quelles sont les réglementations sur ça? Question numéro un. Et question numéro deux, qu'est-ce que ça apporte aux sociétés de passer par vous? Qu'est-ce que ça les apporte d'avoir un bâtiment qui a un espace de biodiversité? Parce que vous avez donné un argument principalement pour le promoteur, si j'ai bien compris. Oui. Alors, pour les sujets de réglementation, ça passe en ce moment beaucoup par les PLU. Le PLU de Paris, donc le plan local d'urbanisme de Paris, euh, va ou a été modifié assez récemment pour intégrer ces sujets de végétalisation où il y a des coefficients de végétalisation du bâti qui sont imposés. On a le PLU-H de Lyon aussi qui est, j'allais dire, très fort pour intégrer le sujet aussi des coefficients de pleine terre qui ont des ambitions assez fortes. On a aussi, par exemple, le PLU de Ouest Ensemble qui impose une labellisation biodiversité pour les nouveaux projets avec d'importants espaces verts. Mais à l'échelle nationale, moi, il n'y a pas aujourd'hui de loi qui pousse plus fortement que ça au sujet de la végétalisation. Martin, je ne sais pas si tu veux rajouter avant de passer à la deuxième question. Non, non, c'est bien ça. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des réglementations qui évoluent bien au niveau local, au niveau des territoires, mais au niveau national, il n'y a pas encore d'obligation précise. Et l'intérêt de passer par nous et de passer par un référentiel, euh, je voulais dire un petit peu, l'idée, c'est de valoriser un actif, des compétences. Je pense par exemple au label Éco-Jardin, où aujourd'hui, il y a des prestataires qui disent, ben voilà, nous, on a plein de sites, on est labellisé Éco-Jardin. Ça montre que moi, je sais traiter les sujets de gestion écologique et du coup, arrive potentiellement à remporter des contrats plus facilement, etc. Ça permet de mettre en avant finalement des compétences. Euh, pour le propriétaire gestionnaire, ça reste aussi, on n'a pas parlé, mais de tous les systèmes écosystémiques que représentent la biodiversité, la végétalisation. Donc, le traitement des îlots de chaleur urbains, par exemple, avec une végétalisation de toiture ou de murs qui fait qu'on peut réduire localement la température de quelques degrés l'été, qui est non négligeable avec les étés, bon, peut-être pas ces étés, mais on a eu des étés quand même plus chauds. Euh, voilà, finalement, tous les services écosystémiques que peuvent apporter la biodiversité, ça peut être intéressant. On n'a pas parlé non plus, mais des sujets d'agriculture urbaine qui, quand ils sont bien traités, peuvent à la fois favoriser la biodiversité et permettre d'avoir une petite ressource alimentaire, de sensibiliser des usagers, de les reconnecter au sol et à l'agronomie. Ouais, je compléterai peut-être ce que dit Jérémy en disant qu'en fait, finalement, par l'intermédiaire de ces labels et certifications en exploitation, ce qu'on voit souvent derrière aussi, c'est des projets qui essayent de travailler vraiment sur ce lien biophilique, quoi. C'est-à-dire la position du salarié, la position de l'usager dans un espace vert, cette valorisation, comment on valorise cet espace, comment on crée de la valeur, comment on crée de l'activité autour de l'espace jardin. Et c'est quand même quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement sur les projets labellisés. Et ça, c'est quelque chose qui peut aussi avoir du sens pour un gestionnaire. Ouais, il y a une question publique, mais vas-y, Jérémy, peut-être le temps que j'apporte le micro. On va prendre encore une question dans la salle et après on passera aux questions. Linda Verne, LCI résidentiel, donc promoteur immobilier. Sur le label Biodiversity, nous, on est plus sur l'aspect construction, en termes de chiffrage aussi et d'impact sur le projet. La question que je vais poser, c'est plutôt sur les dernières moutures qui vont arriver. Il y a des actualisations qui sont faites tous les ans, tous les 3 ans, et pour quelles raisons on les actualise et quel impact ça peut avoir sur les projets de construction? Ouais, tout à fait, très bonne question. Donc, cette fois-ci, plus sur le label Biodiversity Construction. Euh,
Et bien justement, on a été mandaté par le CIBI pour faire la V2 du label Biodiversity Construction qui fêtait ses 10 ans, donc qui avait besoin de faire peau neuve. Euh, les nouvelles thématiques qui vont être intégrées, donc c'est toujours en cours de réflexion, mais il y a eu dans le cahier des charges la volonté d'intégrer plus le sujet de la thématique des sols, de la thématique de l'eau, mieux accompagner aussi la phase chantier, qui est une phase importante et qui avait été un peu délaissée par la partie, la première version du référentiel qui a une dizaine d'années. Euh, et voilà, sur l'évolution, le label Biodiversity Construction, ça reste aussi un label qui s'adapte à son projet. Et du coup, vous pouvez avoir des ressentis différents selon vos assesseurs. On a aussi les auditeurs de l'autre côté qui sont de plus en plus sensibilisés aux questions d'écologie et donc qui augmentent petit à petit leurs exigences sur certains aspects, sur des choses, sur des réflexions qu'on avait, des justifications et qui, à 10 ans, ne passeraient plus aujourd'hui parce qu'il y a une réflexion un peu plus poussée sur certains sujets. Euh, mais voilà, la V2, du coup, pour un peu quelques mots de calendrier, devrait sortir en printemps-été 2025. Voilà, et ce sera un gros chamboulement. Ce ne sera pas juste quelques critères modifiés, mais bien une reprise, une refonte du référentiel. Après, on ne va pas réinventer l'accompagnement biodiversité, hein, ça va être les mêmes thématiques. Mais voilà, il y avait besoin d'un bon nettoyage. On va peut-être continuer avec quelques questions qui sont présentes sur le chat, qui est assez dynamique. Jérémy, il y a une question pour toi sur les labellisations. Sont-elles effectives en fin de cycle de 3 ans? Alors, les labellisations. Alors, pour le cas du label Biodiversity Life, par exemple, on se lance dans la démarche en étant labellisé la première année. Au bout de 3 ans, on vérifie que ce soit bien, le plan d'action a bien été respecté. Si le plan d'action est bien respecté, on peut se relancer sur un cycle de 3 ans et donc on est relabellisé pour 3 ans. Donc, sur le diplôme, on a bien nos années de labellisation. Donc, par exemple, 2023, 2026, etc. Dans le cas où le plan d'action n'aurait pas du tout été respecté, il y a une perte du label et l'impossibilité de se représenter pendant un an au label Biodiversity Life et reprendre le processus de labellisation. Sur le cas du HVE et Finature, pareil, c'est une labellisation qu'on obtient sur 3 ans et tous les 3 ans, on vient cette fois-ci pas vérifier le plan d'action, mais vérifier que les actions ont toujours bien été maintenues. Donc c'est une vérification un peu plus simple. Et sur le label Éco-Jardin, donc c'est un premier cycle de 3 ans, puis de 5 ans. Et là, même processus. On est audité, on obtient le label. Pendant 3 ans, le label est effectif. Au bout de 3 ans, on revient faire un audit, vérifier que les sujets sont bien maintenus et qu'on s'est un petit peu amélioré. Et puis après, c'est des cycles de 5 ans. Merci. Il y a une autre question qui concerne, j'imagine que ça vous intéressera aussi en présentiel, la thématique du ZAN et comment finalement la problématique du ZAN est intégrée dans ces différentes certifications et labels. Alors aujourd'hui, la thématique du ZAN, finalement, sur des sujets d'exploitation, elle est assez peu intégrée parce qu'on a assez peu la main sur les coefficients de pleine terre quand on exploite un bâtiment. Euh, il est esquissé dans le label dans la certification EFI-Nature HVE, où au moment de la rénovation, on demande d'avoir un CBS de 0,3. Si, je ne sais pas si ça parle à des gens. Le CBS, c'est le coefficient de biotope par surface, qui est finalement le coefficient de végétalisation d'une parcelle, que ce soit en pleine terre, sur les espaces en toiture. Et donc, on va venir challenger ce coefficient dans le référentiel EFI-Nature. Hormis ça, il y a peu finalement de travail d'intégration du sujet de la ZAN. Par contre, ça va être un sujet qui va être intégré notamment dans la V2 du label Biodiversity Construction. On va voir comment on peut valoriser les projets qui s'intègrent dans la dynamique ZAN portée à l'échelle nationale. Je vais reprendre une question dans le public, Jérémy, du coup. Ça peut être après. J'ai voulu savoir, parce que là, vous n'avez pas du tout parlé de prix et de temps que ça met et qu'est-ce que ça fait pour un promoteur s'il a cette label, est-ce que ça lui fait gagner des appels d'offres? Et dans le cas de sociétés ou d'autres, qu'est-ce que ça leur apporte? Parce que est-ce qu'il faut qu'ils aient quelqu'un spécifique sur la biodiversité ou est-ce que c'est vous qui est porte-garante pour eux? Donc, est-ce qu'ils vous sous-traitent à vous pour faire toutes ces actions? Et quels sont les coûts approximatifs, s'il vous plaît? Oui, tout à fait. Alors,
Sur la partie accompagnement, je vais peut-être remettre cette petite slide sur la partie études, accompagnement du plan d'action. Euh, si on prend le label Biodiversity Life, il y a des études qui vont être demandées. Euh, non, peut-être pour le label Biodiversity Life, vous avez besoin d'être accompagné par un assesseur Biodiversity Life, donc faire appel à de la sous-traitance. Mais si vous avez un assesseur en interne, ça peut être quelqu'un en interne, qui va piloter et évaluer la démarche, qui va venir se faire auditer. Il y a besoin de Moi, je suis assesseur, par exemple, Biodiversity Life. Je donne les formations aussi pour devenir assesseur. Vous avez besoin d'avoir, dans ce cadre-là, l'assesseur, il va demander de faire des études, notamment des études écologiques. En tant que promoteur, en tant que gestionnaire, propriétaire, vous pouvez faire appel à d'autres sociétés pour réaliser les études écologiques. Votre assesseur, dans ce cas-là, vous fera un cahier des charges de ce qu'il veut voir. Soit il peut les réaliser en lui-même, comme c'est notre cas aujourd'hui. Ensuite, on a un accompagnement à la labellisation, la certification. Donc là, c'est forcément l'assesseur, qu'il soit en interne chez vous ou en externe, qui finalement va vérifier pour chaque exigence que l'action est bien réalisée avec le cahier des charges exigé, avec les règles de génie écologique, par exemple, qui sont associées à chaque action. Et ensuite, sur la partie accompagnement et plan d'action, soit vous désignez quelqu'un en interne qui est garant de ce plan d'action et qui va vérifier, je ne sais pas, que la gestion écologique est bien mise en place, que les nichoirs vont bien être installés, ou là encore, vous pouvez sous-traiter soit directement à votre assesseur, soit par une autre entreprise. Dans le cas du label Éco-Jardin, il y a souvent beaucoup moins d'accompagnement. C'est juste un audit et c'est l'entreprise de gestion des espaces verts qui va se mettre en conformité vis-à-vis du label. Ça peut être intéressant parce qu'on revoit de plus en plus de prestataires par exemple de marchés, que ce soit de marchés publics ou privés, d'appels d'offres, qui demandent aux prestataires d'espaces verts d'avoir des références sur des projets labellisés Éco-Jardin. Comme ça garantit une certaine maîtrise du sujet. On a même, nous, on audite des sites où c'est le bailleur social qui existe à son prestataire que tous les sites soient labellisés Éco-Jardin. Si le site n'est pas labellisé Éco-Jardin, il n'est pas payé parce que le contrat n'est pas respecté. Donc ça peut être aussi des critères contractuels. Et voilà, pour le label Effinature, c'est à peu près le même principe que sur le Biodiversity. Et concernant les coûts, oui, tout à fait. On a le label Éco-Jardin, c'est simple, c'est 800 € tout compris. 800 €, c'est votre audit. Après, il faut que votre gestionnaire il se mette en conformité. Soit vous l'intégrez à vos contrats et lui, il va peut-être vous augmenter de quelques centaines d'euros son contrat pour se mettre en conformité. Soit, s'il n'est pas trop mauvais, le label Éco-Jardin, c'est assez simple. C'est le contrat de gestion, le plan de gestion, l'organigramme de la société. Et ensuite, c'est des visites de site et un échange. Sur le label Biodiversity Life et Finature, c'est un peu plus complexe. On a 3 postes de dépenses. On a les frais de labellisation et de certification qui reviennent soit au CIBI, soit à l'IRIS, qui sont de mémoire entre 3 000 et 8 000 € selon la taille du site. Selon la taille du site, c'est calculé en fonction de la surface de plancher. Et ensuite, on a l'accompagnement par l'assesseur qui va dépendre de est-ce que vous lui sous-traitez les études, est-ce que vous lui intégrez le plan d'action, est-ce que votre site il est complexe avec beaucoup d'acteurs ou assez simple. Et là, un accompagnement Biodiversity Life, ça peut aller du simple double entre 10 000 et 30 000 € pour prendre des fourchettes très larges. Avec 30 000 €, il vous fait les études, les suivis des indicateurs. Voilà, c'est une notion clé en main. Merci Jérémy. Alors il y a 2 questions qui sont un peu connexes aussi sur le chat. Il y a une première question qui concerne notamment le démarrage des démarches pendant la conception de projet. Et une deuxième question qui est un peu connexe. Est-ce qu'un assesseur biodiversity en construction ou réno peut accompagner un projet en exploitation ou ces deux certifs sont différentes? Alors, la Si tu peux première, le lire. pardon, j'ai déjà oublié. Donc la première, c'était est-ce qu'on peut démarrer finalement une de ces Ah oui. certifications en exploitation durant les phases de conception? Si malheureusement vous vous êtes lancé dans une démarche de labellisation biodiversité un peu tard et que du coup vous ne pouvez pas viser toutes ces alternatives conception, par exemple le label Biodiversity Construction, vous pouvez utiliser le référentiel Biodiversity Life comme un outil d'accompagnement aussi sur la conception. Je pense notamment sur le label Biodiversity Life, on encourage à avoir un éclairage peu impactant, un vitrage peu impactant, avoir une palette végétale qui soit adaptée au changement climatique ou local. Et ça peut vous aider à intégrer des bonnes pratiques
Et finalement, que votre projet, une fois qu'il est livré, il est quasiment, il n'y a plus besoin d'avoir d'action à faire. Il sera directement labellisé Biodiversity Life. Pour la partie EFI Nature, comme je vous ai dit, il faut souvent passer par une phase de, de rénovation lourde pour se mettre en conformité vis-à-vis du référentiel. Et concernant le label Éco-Jardin, en conception, c'est quasiment impossible parce qu'on est lié directement au prestataire espace vert, donc qui n'est pas défini, qui est peut-être pas défini, et le Plantécité qui porte le label Éco-Jardin demande même que le bâtiment soit livré depuis plusieurs années pour bien avoir un retour d'expérience long sur la gestion des espaces végétalisés. Et la deuxième question, c'était sur si un assesseur Biodiversity Construction peut accompagner sur le label Biodiversity Life. La réponse est oui, mais oui, s'il il est bien accrédité pour le label Biodiversity Life, qui est une accréditation d'une journée que j'ai le plaisir d'ailleurs de faire, de proposer. Enfin, on est mandaté par le CIBI pour accréditer les assesseurs en Biodiversity Life. Merci Jérémy. Alors, une autre question sur le chat. Il y a beaucoup de réactions aujourd'hui sur finalement le nombre de demandes de labellisation par projet. Donc aujourd'hui, j'ai remis cette slide en avant là, sur la présentation pour montrer, on va dire, le nombre de projets labellisés à date, que ce soit en Biodiversity Life, qui sont alors de 22 d'éco-jardins, qui sont 845 pour les finatures. On n'a pas de données qui sont communiquées. Qui sont spécifiques à l'exploitation. Il y a des données sur le label, le référentiel Nature global, mais pas spécifique à l'exploitation. Voilà. Et après, donc, les deux autres labellisations qui sont Jardin de Noé et Refuge LPO, avec 4400 jardins considérés comme Jardin de Noé et 51 800 qui sont déjà livrés comme Refuge LPO. Dans la question qui nous était posée, il y avait aussi la notion de la demande de labellisation. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est finalement quelque chose qui est assez ancré, on a des demandes assez naturelles, ou est-ce qu'on a encore besoin d'être dans une phase de forte conviction, d'apporter beaucoup d'arguments pour arriver à aboutir à ce type de label? Ouais. Déjà, peut-être quelques mots sur les chiffres qui viennent d'être présentés. Faut garder à l'esprit que les jardins de Noé refuge LPO aussi s'adressent beaucoup aux particuliers. Donc, par exemple, sur les 51 800 sites refuge LPO, il y en a 36 000 qui sont des jardins de particuliers. Donc voilà, juste pour mettre en perspective ces chiffres. Et sur la question de la demande, aujourd'hui, on sent que le sujet de la biodiversité, c'est quelque chose de plus en plus prenant. C'est une question qui se pose de plus en plus. Après, les temps sont durs. C'est souvent sur le sujet de la biodiversité qu'on va renier budgétairement les choses. C'est pour ça que c'est aussi intéressant de porter ça par un label. C'est on porte auprès de la direction, auprès d'une démarche RSE, le sujet de la biodiversité avec quelque chose d'assez concret qui est une labellisation finale et une certification. Euh, je voulais aussi dire quelques mots sur le fait qu'on peut aussi porter des démarches. Nous, on accompagne certains acteurs sans labellisation. On définit des stratégies biodiversité. On accompagne sur des audits de sites, sur la création d'indicateurs, sans forcément passer par une stratégie de labellisation et de certification. C'est possible aussi. C'est selon l'utilisation qu'on va faire derrière de cette labellisation et certification, qui est finalement un outil de communication et d'accompagnement. Et donc, moi, j'ai l'impression que cette demande, elle augmente de plus en plus d'accompagnement et par là même la demande de certification, de labellisation qui s'accompagne aussi. Je sais pas, Martin, tu as peut-être un peu plus de recul. Non, je complète un peu ce que tu dis. Il y a une vraie évolution et un vrai besoin en croissance. Donc, effectivement, je rejoins parfaitement ton analyse sur le sujet. Peut-être une autre réaction intéressante sur notamment les arguments chiffrés liés aux bénéfices économiques associés à ces solutions. Je vais commencer la réponse comme ça. Je vais laisser Jérémy se reposer un peu parce qu'il parle beaucoup quand même. En fait, un argument tout bête. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que la proportion de personnes asthmatiques dans la population a fortement évolué. Aujourd'hui, on est passé de un enfant sur 10 à un enfant sur 100 à quasiment une vingtaine d'enfants sur 100 qui sont asthmatiques.
On s'est effectivement rendu compte, et Jérémy en a parlé tout à l'heure, qu'aujourd'hui, les 2 ou 3 premières années de la vie sont très importantes, donc notamment sur l'environnement biologique qui nous entoure. En gros, un enfant qui vit à la campagne en contact d'animaux ou à proximité de zones avec beaucoup de fourrage ou des choses comme ça aura beaucoup moins de chances probablement d'être asthmatique qu'un enfant qui vit dans un environnement urbain. Cette donnée-là, elle a été chiffrée. Aujourd'hui, l'asthme lié à un environnement urbain coûte 150 milliards d'euros par an à l'Union européenne. Donc, les sujets aujourd'hui de cours Oasis qui sont mis en place, notamment dans les écoles, les différentes collectivités, comme on peut le voir actuellement à Paris, c'est des milliards d'euros d'économisés liés à des enjeux de santé. Voilà. Et puis, c'est un enjeu de santé publique qui est très, très fort. Alors, il y a évidemment d'autres sujets de coûts hein, qui peuvent être revalorisés. Là, dans les questions, il y avait une question sur les réductions des risques d'inondation, les réductions de coûts liés à la consommation de climatisation. Évidemment, en fait, la végétalisation urbaine, notamment si elle est arrosée dans des espaces très minéralisés, permet d'offrir des notions de fraîcheur, de créer des îlots de fraîcheur et donc de jouer un rôle conséquent. Aujourd'hui, je n'ai pas de données chiffrées à vous apporter à date. Peut-être que Jérémy, tu as des notions en tête, mais il existe de toute façon des effets qui sont très bénéfiques et des études qui démontrent économiquement l'intérêt de ce type d'installation. Et sur les réductions des risques d'inondation, alors il y a, en fait, c'est assez intéressant puisque historiquement, la toiture végétalisée contemporaine, celle qu'on installe sur les toitures plates sur des bâtiments en béton, elle a été inventée à Portland dans le début des années 90. Et Portland avait une question qui se posait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils avaient à cette époque-là en fait une augmentation de l'urbanisation sur la ville qui en fait entraînait une augmentation de la quantité d'eau à traiter, donc en fait à évacuer des zones urbanisées. Et donc Portland avait un choix à faire. Soit ils augmentaient la taille des réseaux souterrains de l'ensemble du système urbain pour pouvoir accueillir le plus d'eau et du coup accepter cette urbanisation. Soit ils prenaient le parti en fait de développer massivement des espaces végétalisés, notamment sur les toitures de la ville qui représentaient à peu près 40% en fait de la surface de l'environnement urbain était en toiture végétalisée. Ce qu'ils ont fait et ce qui leur a permis en fait de traduire par de la végétalisation par la même somme en fait finalement l'absence de nouveaux réseaux souterrains. Donc ça montre en fait finalement qu'on peut avoir un impact aussi positif sur la qualité de vie pour des coûts qui soient réduits tout en ayant une ingénierie en ayant une ingénierie en fait finalement qui soit orientée autour du vivant. Je ne sais pas si tu veux On compléter, me Jérémy. fait signe au fond de la salle que ça va être le moment de, de couper. Euh, une, une dernière petite Ouais, une question. dernière question. Ouais. C'est un point que vous avez évoqué. Donc, quel est le pourcentage de mettre des espaces verts? Parce que je reviens à notre fameux COVID, parce que là, il y avait tout le monde qui questionnait qu'on n'avait pas des espaces sur le toit pour le promoteur. Et qu'est-ce qui fait pour un promoteur? Est-ce qu'il y a un label pour le promoteur que tous ces projets rentrent dans la biodiversité? Est-ce que ça existe aujourd'hui? Dernière question. Je suis pas sûr d'avoir. En fait, la question, c'est de savoir s'il y a un label qui est adapté à la promotion. Alors là, on est plutôt effectivement aujourd'hui orienté sur des labels de type exploitation, hein, donc qui sont plutôt pour des utilisateurs, des gens qui possèdent du foncier. Mais il y a évidemment des pendants de certification et de labellisation sur des sujets de promotion et de conception de projet. Donc notamment la labellisation Biodiversity qui existe en fait dans sa version construction et qui est adaptée plutôt à une démarche de promotion immobilière. L'EFI Nature aussi existe dans ce sens-là. Il n'y a pas de pendant notamment sur les sujets de refuge LPO, de jardin de Noé ou d'éco-jardin qui sont plutôt vraiment des labels et des certifications qui sont orientées autour de l'exploitation des bâtiments. Mais donc il existe aujourd'hui des démarches valorisables effectivement sur des projets de conception. Eh ben, merci à tous de votre attention. Sur le chat, si vous avez encore des questions, vous pouvez nous envoyer vos questions par mail à communication@arp-du6astrans.com. On vous les répondra ou directement à nos adresses si vous les avez. Et sinon, pour ceux qui sont en présentiel, on peut continuer la discussion. Merci beaucoup et puis très, très bonne fin de matinée.